Bonjour à tout le monde. Bienvenue au Festival d'Histoire de l'Art. Nous sommes aujourd'hui honorés de commencer cette journée par une conférence appelée Paysages recomposés, l'art des jardins au Portugal et de ses colonies, qui est présentée donc par Cristina Castel Branco. Elle est architecte paysagiste, docteur en histoire de l'art des jardins et actuellement professeure à l'université de Lisbonne, de Lisbonne, entre autres, parce qu'elle fait beaucoup d'autres choses. Et je vais vous laisser maintenant la parole. Voilà, bonne conférence. Merci bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui viennent à 10h du matin le dimanche. Donc, je vous remercie vivement parce que c'est pas évident. Et donc, je vous remercie de votre présence et je dois remercier aussi l'Institut national d'histoire de l'art pour cette belle initiative, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture qui ont mis ensemble ce bel événement, l'ambassade du Portugal en France, à Paris, notamment João Pinheiranda et Isabelle Cortrial, qui sont les attachés culturels, bien sûr, monsieur l'ambassadeur qui nous a fait le goût de sa présence ici et l'honneur. Et je dois remercier le château de Fontainebleau et sa directrice, je la félicite pour non seulement l'organisation, mais aussi la beauté et le dynamisme de ce festival. Surtout après la pandémie, nous donnons beaucoup plus de valeur à tout ce qui se passe et qui nous met ensemble et qui nous permet de nous émouvoir devant l'art et devant les travaux de l'humanité. Je remercie aussi Madame Verletil, qui est la directrice scientifique du festival, à qui je dois l'invitation que j'ai reçue, qui m'honore beaucoup. Et je vais donc essayer de vous proposer une promenade de l'Inde au Brésil, en passant par le petit Portugal, d'abord au XVIe siècle et ensuite au XXe siècle. Alors, l'arrivée des Portugais en Inde, vous le savez sûrement, a été fait en 1488, donc très tôt, et créa un contact et une transmission de style qui influença le jardin portugais dès la Renaissance. Dès lors, les grands lacs ornés de azulejos, dont vous connaissez sûrement non seulement la beauté, mais aussi ce que ça veut dire, et la multitude de plantes exotiques. Le fait que nous allions vers des pays exotiques faisait ce que nous, tous, avons toujours envie de faire, emmener des graines, mais cette fois-ci, on pouvait emmener des plantes, inclus l'orange. C'est les Portugais qui ont introduit en Europe l'orange à travers les bateaux. C'était pas possible d'avoir l'orange en graines, il fallait l'emmener en pot. Donc on l'a pris en Chine, on l'a fait attendre un peu et acclimater en Inde, et ensuite elle est arrivée à Lisbonne, et nous avons des documents heureusement trouvés qui nous permettent de confirmer, vous savez ensuite l'histoire de l'orange et des orangeries avec Louis XIV. Donc vous voyez l'importance de la vitamine C qu'on a fait introduire parce que l'orange des Arabes, l'orange islamique, soi-disant, l'orange du nord d'Afrique, était très amère et avait une peau très grosse. Donc c'était une belle différence, c'était la même famille, mais elle ne pouvait pas être mangée, comme vous savez. Au XXe siècle, donc je disais la multitude de plantes exotiques et les vues lointaines qui font partie de son identité. Il faut vous rappeler que notre petit pays, notamment à Lisbonne, était toujours, pendant le début des découvertes, une ville en alerte. On attendait toujours que la caravelle revienne avec le mari, le fils, le père, etc. Donc c'était un pays qui attendait, qui regardait la mer tout le temps. Vous allez trouver au Portugal des endroits où les gens, partout dans les jardins, même s'il y a un mur, il y a un petit élément, deux bancs qui se regardent l'un l'autre et qui permettent de regarder au loin. Donc nous avons dans les jardins inclus cette idée de regarder la vue, d'être assis très confortablement pour attendre.
Et donc, vous avez un très bon roman sur ce phénomène, soi-disant, de la tente des caravelles, qui a été écrit par Éric Orsena. Ça s'appelle L'entreprise des Indes. Il n'est pas très connu, il a passé un peu de côté, mais ce sont les cartographes. C'est un éloge aux cartographes portugais et à leur capacité ensuite de faire ce projet scientifique, soi-disant, de la découverte de chemins maritimes vers les continents. Et là, il explique très bien cette idée de la tente, cette idée de... Donc ça s'inscrit dans les jardins. Et puis ensuite, il y a évidemment les grands lacs dont je vous parlais et qui sont un élément très important parce que le climat est chaud. Donc de mai jusqu'en octobre, vous allez avoir chaud au Portugal. Et enfin, là maintenant tout change un peu, mais dans mon enfance, il faut vraiment qu'il y ait de l'eau pour qu'on soit en confort, soi-disant, à l'extérieur. Voilà, au XXe siècle, et j'ai fait cette liaison entre le VIe et le XXe siècle parce que on m'a demandé, le festival m'a demandé, c'est comment la relation des jardins avec les colonies. Colonies, en ce moment, on doit dire les pays de langue portugaise. Et là, j'ai dit, et puis voilà, on va parler du Brésil. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir du XXe siècle, où nous avons un très très bon architecte paysagiste et peintre qui s'appelle Burle Marx et qui est un admirateur des jardins historiques du Portugal, et il a écrit sur ça. Il exprime sa gratitude et sa découverte des petits secrets du confort portugais dans les jardins. Alors il va importer clairement les azulejos, dont il a aussi évidemment au Brésil, mais c'est pas seulement les azulejos, c'est la composition des azulejos en reflet sur les miroirs d'eau que vous allez voir. Les pavés noirs et blancs de la calçada, du calçadão, sont une copie, sont une importation, sont une transmission si vous voulez. Des vieilles pierres taillées des façades lui serviront aussi d'éléments décoratifs de son exceptionnel jardin moderniste. Burle Marx peut être considéré peut-être le meilleur architecte paysagiste, et il a inclus dans sa palette de travail la partie tropicale qui évidemment lui donne un essor et une beauté et une couleur, si vous voulez, qui n'est pas normale. Alors, je vais donc commencer par une question très simple qui a été posée par mon cher ami Souto de Moura. Attendez, il faut d'abord que je... Voilà. Ah, voilà. Donc, on commence par se demander, y a-t-il un jardin portugais ? Et donc, dans cette question, comme Souto de Moura, je dis oui. Il a dit, il y a une architecture portugaise. Et je dis, oui, il y a un jardin portugais. D'où vient-il ? Où est-il allé ? C'est ce que je vais je vous propose une analyse qui part du principe des transmissions de style, de composition, d'usage et de signification. Donc les transmissions se sont faites par une adoption, copie, voilà, qui se fait à travers l'expérience même des jardins, les registres en images ou en descriptions écrites, et puis la vision souffre une adaptation au site où elle va être introduite. Là, je ne suis plus d'accord avec Souto de Moura, parce que comme architecte, le site est là pour être manipulé. L'œuvre pour un architecte paysagiste qui fait des jardins et des parcs, c'est mon cas, se soumet au site. Il faut vraiment respecter le site, sinon ça ne marche pas. Il faut collaborer avec la nature, c'est ça qui est très très bien. Et nous sommes une profession qui travaille avec l'écologie depuis 80 ans au Portugal. On enseigne ce savoir-faire avec la nature qui est très très important. Donc je ne suis pas Souto de Moura et je dis que le lieu détermine l'endroit à créer, et celui-là dépend du climat et de la géologie et de la nature du sol. Ce sont des éléments essentiels au dessin du jardin si on le veut durable.
Si on veut juste faire de la décoration, puis les arbres meurent, et puis on va de nouveau acheter des arbres, et puis on va aux journées des plantes et on achète des bulbes, voilà tout ça, eh bien, si on est content de changer, mais si on veut un jardin durable, il faut vraiment qu'on connaisse les secrets de la nature, l'hydraulique, le sol, la botanique. Quand est-ce qu'elles fleurissent les plantes pour qu'on fasse une palette de couleurs qu'on aime? Donc tout cela, il faut le savoir pour faire un jardin. Alors aussi faut-il comprendre, et ça c'est la partie un peu embêtante, que pour faire des jardins dont on va parler, il faut une aisance monétaire, une richesse et de la paix. Très important, la paix. On n'a pas fait de jardin pendant la Seconde Guerre mondiale, excepté un jardin au Portugal parce que c'était un pays neutre. Mais il n'y a pas de jardin pendant cette période. Si vous en trouvez, dites-moi. Peut-être que je fais cette affirmation et puis je vais me retrouver avec quelque chose qui est une surprise. Donc nous allons faire de grands sauts dans l'histoire et nous nous centrons sur de moments de richesse et de stabilité. Alors nous commençons par la Perse, parce que tout a commencé en Perse. Pendant la domination perse du Moyen-Orient, l'architecture des conquérants assyriens et perses culmine à Persépolis en 540 avant Jésus-Christ. Donc les premiers jardins dont on connaît, dont on a quelque chose de sûr comme jardin, sont des jardins perses. Et voilà, nous sommes très contents parce que quand on regarde les Japonais qui font des traités d'architecture paysagiste et jardins qui datent du 9e siècle, on se dit, oh mon Dieu, on était des barbares à ce moment-là. Mais au fait, notre civilisation a fait de très occidentale, et on prend la Perse bien au milieu entre l'Asie et l'Europe. Donc c'est un paysage où le miracle de l'irrigation a transformé un désert en oasis. Ils avaient dominé l'hydraulique, ils savaient travailler l'eau, et c'est vraiment ce tapis entre le Tigre et l'Euphrate créé par la science agricole et le contrôle de l'eau qui nous permet de parler le palais de Persépolis. Vous voyez ici, Persépolis, ça existe encore. Et l'idée d'une récréation du paradis prend pied sur un paysage agraire et géométrique. C'est ça ce que je voulais vous présenter, le fait que c'est géométrique, très géométrique. La ville perse de Ctésiphon a résisté à une attaque romaine au IVe siècle par Julien, et par cette victoire, les Sassaniens gagnent l'Arménie. Ça, c'est très important. L'Arménie est vraiment un endroit privilégié et établissent contrôle sur l'empire perse. Il reste ce petit palais, cette partie qui reste encore, c'est le palais de Khosroes Ier, et il nous reste aussi en bas la copie du grand tapis qui a été décrit. C'est un tapis qui servait au registre du jardin. Donc on va avoir ce tapis, et si vous regardez, nous avons, je ne l'ai pas tout entier ici, mais nous avons, comme vous voyez, une géométrie absolument claire et agraire. C'est plus facile de irriguer comme ça. Nous avons un bassin au centre. Voilà une quadripartition qui se sous-divise dans encore une quadripartition. Des canaux passent et marquent ces éléments. Nous avons des cyprès qui symbolisent l'éternité. Nous avons des arbres fruitiers ici et des fleurs. Et puis nous avons à l'intersection, nous ne savons pas exactement s'il s'agit de pavillons d'ombre ou s'il s'agit de platanes, un bosquet de platanes. Donc voilà ce que nous avons fait comme humanité, c'est pas mal, au XVIe siècle avant Jésus-Christ, et dont on a encore les éléments. Je vous présente maintenant la carte qui nous met ensemble avec la Perse. Donc le début est là, le début des jardins est là. Nous avons, ça c'est important, nous avons vers 700 après Jésus-Christ, l'islamisme qui gagne les territoires perses, aussi bien que la péninsule ibérique. Tout ceci était islamique, le nord de l'Afrique, et cette partie importante du Moyen-Orient. Et donc,
c'est vraiment l'islamisme qui prend les jardins comme une partie très importante de leur culture. Je dois juste revenir pour vous dire que ceci va s'appeler le Char Bahag, et donc c'est les jardins qui sont en quadripartition comme ça. Et ensuite, voilà que la Perse commence à étendre. Le jardin perse se transmet et avec lui le savoir-faire des jardins s'étend vers l'est, vers l'Inde, et puis vers l'ouest, vers nord de l'Afrique, péninsule ibérique, et il va jusqu'à la moitié de la péninsule ibérique. Il ne va pas au nord, là où le climat change. Vous voyez bien que ces jardins et la façon de les faire, la nécessité de garder l'eau pour l'hiver, pour l'été, sont des éléments climatiques aussi. Vous voyez que nous sommes à peu près, avec évidemment des changements microclimatiques et des différences, mais nous sommes sur une même latitude. Quand on arrive ici en bas, en Inde, c'est déjà le tropical. Mais le nord, et c'est là que la rencontre s'est faite, est là. Donc, un caractère important se souligne pour la première fois, c'est le réveil des effets sensoriels créés par la proximité de l'eau. La fraîcheur semble avoir éveillé une sensibilité liée au loisir et aux 5 sens. Donc, il y a tout un raffinement qui démarre avec le jardin perse. Un caractère aussi avec l'extension du pouvoir de l'Empire perse. L'Empire perse devient très, très fort. L'apparat et la pompe des palais augmentent et le jardin acquiert une nouvelle fonction d'ostentation pour les grands événements sociaux. Donc la fête et la cour utiliseront ce qui était réservé à l'empereur et la décoration et le nombre de bassins et d'effets esthétiques se déploient. C'est le moment des jets d'eau qui, n'étant pas perses, ont un nom arabe, favara. Donc le langage va nous aider. Les choses qui sont complètement perses resteront avec leur nom et celles qui sont des additions, parce que quand on fait une adoption, ensuite on fait une adaptation. Donc cette adaptation des jets d'eau, on va la voir tout de suite, mais je voulais donc vous parler de ces modèles de transmission qui sont la culture des jardins, les bassins, les pavillons moghols. Je ne vais pas vous m'attarder trop sur ce qui s'est passé ici. Nous avons donc Timour, mais je vais quand même vous dire quelque chose. Chaque fois qu'un nouveau empereur, et donc ils ont fait un cheminement jusqu'au nord de l'Inde, les jardins chaque fois qu'un nouveau empereur décide la construction de sa capitale, c'est un centre de gravité de la cour qui se déplace dans le procès toujours accru de grandiosité pour l'élaboration de la nouvelle ville avec ses jardins et ses palais. Donc l'équipe d'architectes, sculpteurs, les gens qui savaient d'hydraulique, les botaniques se déplacent pour faire une nouvelle ville. Et c'était normal de faire une nouvelle ville. Chaque empereur qui prenait le trône faisait et élaborait tout un nouveau système d'une nouvelle ville avec ses jardins et palais. Un phénomène de multiplication de jardins a lieu qui n'est explicable qu'à la lumière de la charge de signification politique que le jardin symbolise. Il prend un sens. C'est le pouvoir qui devient jardin, si vous voulez, et vous avez évidemment le nôtre et Louis XIV qui ont évidemment multiplié. Nous avons ici, je viens de regarder la beauté du Grand Canal, c'est vraiment une affirmation de pouvoir. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que tout ceci se passe au XVIe siècle, tandis que Louis XIV, c'est déjà le XVIIe siècle. Et donc, ce qui est important ici, c'est qu'il y a des pionniers sur certains de ces effets de pouvoir et attachés au jardin. Les jardins de Samarcande, commandés par Tamerlan au XIVe siècle, sont devenus célèbres. Samarcande, c'est à peu près ici, parce que Clavijo, l'ambassadeur du roi de Castille et Léon, en 1404,
en fait la description. Il parle de 11 jardins en grinalde autour de la ville qui sont possibles grâce à l'abondance de l'eau venue d'un fleuve, le Couac, et des canaux. Donc il y a le savoir-faire hydraulique, encore une fois, qui s'étendent au travers de la ville. Je fais des jardins et je dois vous dire que c'est toujours une décision difficile de faire un lac, un bassin, un canal, de l'eau qui bouge, une fontaine. Parce que même avec des pompes, il y a toujours des problèmes avec l'eau. Et pourtant, l'eau dans un jardin, c'est vraiment le paradis, parce qu'elle reflète le ciel, parce qu'elle emmène de la fraîcheur. Donc je vous dis que ces gens qui font 11 jardins dans une nouvelle ville, autour de la ville, c'est vraiment incroyable comment ils ont réussi à ce savoir-faire et aussi à introduire dans les villes, dans ces villes nouvelles qu'ils refaisaient, d'introduire cette beauté pour les citoyens. Je vais passer donc aux images. Et voilà les modèles qui arrivent déjà au XVIe siècle en Inde. Ils arrivent dans des forts qui existaient déjà, des forts hindous où la défense était importante. Et dans les forts, dans les fortifications, ils introduisent ce genre de raffinement dont on peut voir à Delhi encore avec les dates. Allez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc tout ceci est en marbre. Ceci est un canal d'eau tout en marbre aussi. Et il y a l'ombre qui sert au confort. Et je souligne l'importance de l'ombre ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà. Et tout ceci était plein de coussins, ceci était de l'eau, on peut le visiter encore. On vivait le jardin, on vivait dans ces endroits, ces pavillons, tout à côté de l'eau, pendant la journée et la nuit. Et nous avons ici, nous sommes à Delhi encore, nous avons ici des endroits où on mettait les chandelles et puis le canal d'eau tombait devant les chandelles. L'effet était, on imagine, magnifique. Et voilà, c'est ce raffinement qui est arrivé. Et on peut le voir non seulement à Delhi, mais dans le Gujarat, dans le Rajasthan, là où les Maharajas ont imité les empereurs et ont fait des jardins plus petits. Vous voyez ici les chandelles. Vous voyez, ceci c'est le fort de Nagaur qui a été restauré récemment. Et nous avons aussi un autre élément qui va prendre les jardins, c'est les mausolées. Donc on va avoir une forte intention de perpétuité, mais on utilise l'eau, comme vous voyez. Il y a ceci, c'est le centre d'une grande quadripartition qui se divise en 4 et encore en 4. C'est le temple de Humayun qui a été récemment restauré par la Fondation Aga Khan, qui est un must quand on va à Delhi et qui est une œuvre du XVIe siècle, très très bien, très très forte, d'un enfant qui fait le mausolée de son père. Là, nous revenons sur le Rajasthan et c'est le Maharaja de Jodhpur qui aussi au XVIe siècle, avec une invitation à Akbar. Akbar, ce sont un des 5 empereurs, et nous allons voir les pavillons. Et je vous signale ces arches qui sont tout à côté de l'eau. Si vous avez essayé d'être sur un élément comme ça, où il y a de l'ombre à côté de l'eau, vous allez avoir quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe. C'est l'évaporation de l'eau qui réduit la température de l'air. Et donc, nous qui sommes ici, l'air frais descend, donc il reste ici. Et donc, il y a une réduction de 5-6 degrés qui va être extrêmement important, et qu'on va prendre avec les Mughals et on va faire au Portugal. Nagaur est un fort aussi, voilà, c'est dont je vous ai parlé. Et j'ai trouvé cette pièce au milieu de l'eau, au centre de l'eau, qui a été extrêmement importante pour ma recherche,
parce que c'est un grand lac qui reçoit les monsouns, qui reçoit l'eau pendant les grandes chutes d'eau tropicales ou semi-tropicales à côté du désert du Rajasthan. Et donc, il faut l'attraper. Donc, il y a d'énormes, et ça, c'est un grand lac, c'est celui-ci. Le pavillon qu'on a vu tout à l'heure est celui-là. Vous voyez la géométrie. Et j'ai signé... Ah, pardon. Non, vous ne voyez rien parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est que ceci est le pavillon que vous avez vu. Ceci est un énorme lac qui retient l'eau, donc pour la saison aride. Et nous avons ici le pavillon avec l'ombre, mais je vous signale la quantité de géométrisation absolument et la grandiosité aussi de cet apparat, de cette pompe dont l'eau est maître. On réussit à avoir des puits d'où l'eau est soulevée pour faire tout ça. La restauration qui a été faite par la fondation de Lady Hamlin, elle a permis de connaître tous ces éléments. Et donc, très important, les jardins, avant d'être faits, étaient dessinés. Et nous avons évidemment beaucoup d'images que vous pouvez trouver des Mughals, parce que Babur a fait... Babur, c'est l'un des empereurs. D'ailleurs, je vais vous dire les noms des empereurs avant que je commence à parler d'eux. Ce sont 5 empereurs Mughals qui ont influencé un siècle et demi l'Inde très fortement, où le jardin perse, maintenant Mughal, parce qu'il a déjà été adapté en chemin de toutes ces villes qui arrivent jusqu'à Delhi, va être introduit et progressivement adapté en Inde. Alors, le premier s'appelle Babur, et il commence en 1507, il arrive à Delhi en 1526. Humayun, celui dont on a vu la tombe, Akbar, très très important, et un long règne de 50 ans. Et Akbar va être le roi des jardins, vraiment, et il est très intéressé à quelque chose d'exceptionnel que je ne vais pas vous montrer parce que je croyais que j'avais un petit peu moins de temps. Et Akbar, il va faire une ville nouvelle, dont je vais parler tout à l'heure, qui est une ville syncrétique où il demande aux jésuites qui sont à Goa, disons l'endroit du commerce portugais, de venir construire une chapelle. Ensuite, il construit une mosquée, évidemment, et il construit dans cette ville nouvelle qui s'appelle Fatpur Sikri, évidemment, un temple indien. Et donc, nous avons les 3 religions dans une même ville et un syncrétisme qui n'a jamais été vu. C'est vraiment exceptionnel parce que nous, en Europe, on se battait pour des raisons de religion, vous les connaissez. Et là-bas en Inde, il y a eu 150 années où ce syncrétisme a permis de la richesse, évidemment des jardins. Donc, et des jardins que les Portugais n'ont pas été insensibles. Surtout, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, nous avons un petit map de Agra. Ça, c'est le fort de Agra. Et aussitôt qu'ils sont arrivés, les Mughals ont changé la fortification et ont introduit aussi ici des jardins. Je fais un zoom sur l'Anguri Bagh. Voilà, c'est un jardin ici, avec c'est le plan, vous voyez bien, tout géométrique. Là, ça c'est déjà la forteresse, soi-disant. Donc nous avons des vues sur le Taj Mahal qui sont absolument superbes et sur le fleuve Jumna, parce que vous allez voir, voici la forteresse, voici le Taj Mahal, voici le fleuve Jumna, et tout ceci sont des mausolées des nobles où chacun a son jardin et chacun est plus riche que le précédent. Et donc, c'est vraiment une façon de faire. Pour vivre et pour montrer son pouvoir et sa richesse, il fallait avoir un jardin. Et dans le jardin, il fallait qu'il y ait une élaboration très raffinée de l'eau, dont je vous montre un exemple, pour moi très important, vous allez voir pourquoi, où ce sont des jets d'eau, et ça aussi je vous dis, faire des jets d'eau sans pompe, il faut le faire, il faut en savoir beaucoup. Du côté de l'hydraulique, il faut que les tuyaux soient absolument exactement, donc c'est un savoir-faire très fort. Et voilà, les jets d'eau enroulés comme ça. Tout ceci se passe au XVIe siècle, n'oublions pas.
Donc je vous montre ce que vous connaissez. C'est déjà le Shah Jahan. Donc Akbar était celui qui était extrêmement intéressé dans la liaison politique et religieuse de ces peuples et cultures qui étaient en Inde. Jahangir, son fils, eh bien, il est déjà au XVIIe siècle, mais il a été élevé sous cette... donc il va demander aux Portugais de lui apporter les peintres. Et ils vont commencer à peindre ensemble. Il a un atelier où il apprend à peindre lui-même. Donc nous allons avoir un système où l'art va être priorité, ce qui est très intéressant aussi. C'est pas la guerre qui est la priorité. Évidemment, il faut se défendre. Et il y a toutes les luttes, je sais. Il y a toute l'agression et la violence, mais l'histoire s'est faite comme ça. Et ce que je parle, c'est la partie, l'écume où on réussit à faire de l'art et où les jardins ont place, et ont place majeure dans ce cas. Donc, je vous montre le Taj Mahal à 6 heures du matin avec une lumière absolument extrêmement belle, et encore les enroulements de marbre autour des bassins. Donc, pour moi, pour mon travail de Sherlock Holmes, pour essayer d'avoir la compréhension de comment les transmissions ont été faites. D'ailleurs, je dois vous dire que j'ai été attaquée totalement parce que quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, qui est exactement sur ce thème, j'aurais pensé que nous, les Portugais, avec le savoir européen qu'on avait, eh bien, on était arrivés en Inde et on avait fait des choses. On avait introduit la façon de construire italienne, puis le savoir-faire français, puis tout ce que nous savions, nous, Portugais. Et ben, à la fin de 2 mois, je me suis dit, mais c'est une bêtise énorme. C'est pas eurocentré, c'est le contraire. C'est nous qui avons tout appris avec eux. Ils étaient là depuis 3000 ans. Ils avaient développé un savoir-faire au niveau des jardins et au niveau de beaucoup d'autres choses. Et c'est nous qui avons appris. Et il faut avoir cette compréhension. Alors, avec ça, j'ai dû défendre ma thèse avec des gens qui croyaient le contraire. Donc, c'était pas évident. Et ce n'est que 25 ans après que j'ai publié ma thèse, là maintenant où je suis plus sûre, et d'ailleurs, j'ai plus documenté. Et voilà les 4 éléments qui nous permettent de comprendre comment les modèles de transmission ont eu lieu. Donc, on a une culture hindoue et moghole, parce que quand on est arrivé avant les Moghols, on est arrivé en 1510, on a fait la conquête de Goa, donc on a commencé le commerce et on a commencé à faire notre expansion le long de la côte. Il y avait pas les Moghols n'étaient pas arrivés, ils sont arrivés à Delhi en 1526. Donc cette culture moghole et hindoue des jardins géométriques au système hydraulique complexe était un modèle fascinant. Nous tous, nous sommes encore, quand on le regarde, absolument charmés. Et donc, on s'imagine ce qui s'est passé avec ces gens du XVIe siècle qui venaient du Portugal. Les agents de transmission. On m'a demandé, quand j'ai fait ces présentations en Amérique, on m'a demandé, écoutez, dites-moi, mais c'était qui? C'était qui? Ah ben, c'est facile. Il fallait qu'on fasse d'énormes efforts de fortification. Donc vous allez voir les forts portugais le long de la côte. Dans ces forts, il fallait que l'hydraulique soit complète. Et puis il y a les jésuites qui sont arrivés avec leurs architectes pour faire les couvents et toutes les villes, les couvents, les églises. Vous avez des villes abandonnées portugaises qui sont absolument... c'est une partie du Portugal qui est là-bas. C'est très émouvant même. Alors, nous avons donc les architectes, les hydrauliques, les jésuites, les vice-rois. Les vice-rois, c'est le pouvoir. Ils étaient à Goa, ils régnaient pendant 3 ans et ils devenaient repartir au Portugal après 3 ans. Les moyens de transmission, comment? Mais comment est-ce que ça se fait que nous sommes là à Goa? Pardon, je vous montre la carte. Nous sommes à Goa ici, ils sont là-bas à 3000 km. Comment la transmission se fait? Écoutez, ça ne va pas, non? C'était une des arguments qu'on me disait. Je vais vous dire comment je me suis sortie de ça. Les moyens de transmission, eh bien, il y a un contact géographique direct. Et donc, le commerce par bateau le long de la côte et puis vers Lisbonne c'est absolument documenté et connu. Et les résultats, nous avons
gardés, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu le tremblement de terre dont Walter Ross vous a parlé hier. Les jardins à Lisbonne ont été tout détruits, donc on n'a rien. On a les jardins et toute la ville, évidemment. Mais autour de Lisbonne, on avait fait des beaux jardins. Les vice-rois, en rentrant au Portugal, ont fait autour de Lisbonne et des jardins. Et ils ont donc introduit au XVIe siècle ces éléments. Les éléments, la composition, mais aussi l'usage du jardin. Le soir et un plein usage des jardins et évidemment les symboles du pouvoir. Je vous montre ici une partie importante de mon argumentation. Vous les avez ici. Ils sont venus de Kaboul. Ils rentrent ici à Delhi. Ils s'installent, ils font des jardins, ils introduisent leur raffinement. Tout ceci est comme vous savez, c'est très riche en plusieurs choses, entre autres en joyaux. Et donc, ils vont être toujours ornementés de joyaux. Nous avons Delhi, nous avons Agra et Fatpur Sikri. Vous voyez, Fatpur Sikri, c'est la ville qui a été faite près de Delhi par Akbar. Nagaur, c'est là où c'est déjà le début du désert. Jodhpur, c'est une ville très riche. Et voilà que les Portugais commencent par ici, à Goa. Ils remontent vers Bassaï. Ils sont à Daman et surtout à Diu. C'est très important parce que vous avez ici le golfe Perse. Et de là venaient les ennemis, soi-disant, qui voulaient et qui avaient le commerce avant nous. Donc, tous les Arabes qui ensuite faisaient le désert pour arriver à la Méditerranée, et puis ont été volés de leur commerce, soi-disant. Donc, la bataille se faisait ici. C'était le point fort de la bataille. Voilà. Donc, nous avons les villes portugaises et les villes. Ils sont tous là au même temps. Les premiers contacts sont documentés. Et là, je remercie la Fondation Gulbenkian qui a fait une exposition en 2004 avec Nuno Vassal Silva et Jorge Flores et qui a compris l'importance de Goa and the Great Mughal, les Moghols. Donc à partir de 1530, avec Humayun, le contact avec les Portugais fut paisible, non seulement en stimulant le commerce, les contacts diplomatiques, le travail des missionnaires, mais aussi par les influences réciproques, c'est ça qui est important pour nous dans ce festival de l'art, dans le domaine de la culture. Ça, c'est M. Rui Villar, président de la Gulbenkian, qui l'a écrit en préface et qui est une synthèse de tout ce que nous avons. Le portrait de Shah Jahan, qui a déjà vécu, regardez, on s'approche de Louis XIV, 1627-1657, et qui a construit le Taj Mahal, qui est vraiment le climax de l'architecture des palais-jardins Mughals. Je vous mets ici une chronologie qui vous permet de voir l'arrivée en Inde, le premier vice-roi, le Fons d'Albuquerque, qui va être celui qui va faire Bacalhau, vous le voyez ici en bas, on aurait dû faire un petit peu plus grand. Don Juan de Castro, un vice-roi exceptionnel, un homme de grande culture qui avait étudié à Salamanque et qui a fait une ferme, une quinta comme on dit. Une quinta, c'est une ferme et c'est surtout un jardin. Panha Verde en 1541. Ensuite, on a Dom Pedro Mascarenhas de la famille de Fronteira et on va avoir cinq vice-rois. Là, en gris, c'est la domination espagnole sur le Portugal, c'est 80 années où les Mascarenhas ont travaillé au service des Philippe. Et donc, on a un Philippe Mascarenhas vice-roi qui va être très important parce que c'est l'accumulation de richesses qui va permettre notre grand Versailles qui s'appelle Jardim do Palácio Fronteira. Tout s'arrête parce que pour que les Espagnols sortent du Portugal, on a demandé de l'aide à l'Angleterre et l'Angleterre nous a dit voilà, envoyez Catarina de Bragança pour se marier avec Charles II.
un mariage qui n'a pas bien marché, mais surtout, on veut une ville. On leur a donné Tanger et ils ont dit non, on veut Bombay. Alors, on a vraiment donné la poule aux œufs d'or, parce que vous connaissez le reste de l'histoire. L'Angleterre a pris l'Inde et vous ne parlez pas du Portugal du tout, presque. Personne ne... C'est vraiment l'importance qu'on a eue dans cette liaison à l'Europe que l'Inde a eue. Évidemment, il y avait des conquérants très forts et dont la légende est de très sanguinaire et très violent. Au fait, c'était des gens politiques qui étaient au service d'une mission qui était le commerce. Et donc, on n'a jamais rentré dans l'Inde. On est resté toujours sur la côte et vous pouvez voir les différents comptoirs portugais, Goa étant très important. Et nous avons de 1530 à 1670, la relation entre le Portugal et le Mughal a été privilégiée et in loco, intensifiée après 1572, parce que les documents le montrent. Donc il y a des artistes portugais qui vont en haut, des Mughals qui descendent, qui viennent apprendre à faire l'orfèvrerie à Goa. Et à ce point, on a commencé un long procès d'échanges culturels, artistiques et une influence politique qui, évidemment, était payée par la richesse qui venait de ce commerce. Qu'est-ce qui se passait? Tous les ans, la production de coffrets de petits saints en ivoire, dont on a parlé dans cette salle, des coffrets, des meubles, en de très fortes et intéressantes matériaux qui étaient les arbres tropicaux, étaient construits, étaient faits dans un style qui n'était pas indien et qui n'était pas portugais. On l'appelle indo-portugais et c'est la fusion. Très très intéressant, ça se passe ici, ça se passera en Chine et ça se passera au Japon. Nous sommes capables de fusionner facilement avec les autres cultures. Et ça, c'est en ce moment, dans la civilisation humaine, c'est quelque chose de très important et très bon. On était très peu, il faut se rappeler qu'on était vraiment très peu. Et donc, quand on arrivait, on se faisait des amis, on se mariait avec les femmes et les hommes qui étaient là. Il y a eu un bateau qui est venu du Portugal avec des femmes pour se marier avec les hommes indiens, c'est connu. Donc, il y avait toute une politique de miscigenation qui est un exemple de capacité d'intégration. Et donc, ces gens qui travaillaient ici, tous les ans, il y avait 100 bateaux qui descendaient à Damaon, ensuite à Bassaï et arrivaient à Goa, avec toutes ces beautés qui allaient ensuite partir en Europe à travers le grand passage au sud de l'Afrique, et qui ensuite étaient vendus à des prix très forts. L'orfèvrerie était extrêmement importante, les perles, les soies, et donc on faisait de la richesse. On faisait de la richesse, et avec la richesse, des jardins, évidemment. Voilà les fortifications, juste pour vous dire que c'était pas tout beau. Il y a eu beaucoup de morts ici, il y a eu des luttes incroyables à Diu. C'est la plus belle, elle ressemble beaucoup. J'avais juste après une qui ressemble exactement tout près de Lisbonne, à Kerkevelge. Ça, c'est vraiment quelque chose incroyable de trouver en Inde, de retrouver l'architecture portugaise. Et voilà les architectes qui venaient, qui ont vu les jardins, qui ont vu les palais mughals et qui ont donc, on en a identifié 24 dans les documents qui ont à voir avec, disons, l'inventaire des architectes portugais. Il y a des beautés comme cette fortification, juste devant Dio, parce que c'était le feu croisé qui allait assurer que les autres bateaux ne pouvaient pas rentrer dans le fleuve, où tout se passait évidemment, toutes les constructions, tous les ateliers, etc. Bassaï, c'est une ville qui a disparu au XVIIIe siècle, a été bombardée, donc elle a eu des canons qui sont tombés, qui ont détruit. Elle existe encore, c'est très très beau de voir ces ruines. J'y étais il y a 5 ans, donc j'ai pris ces photos. Le rôle des jésuites est très fort comme constructeurs, comme professeurs et comme reporters pour l'Europe. Des belles peintures de l'Inde restent encore, malgré le tremblement de terre.
Et voilà que nous avons des maisons très portugaises qui sont juste en face de Goa. Voilà, c'est une peinture déjà du 19e siècle, mais qui rend bien compte de ce qu'était l'architecture. Ça, c'est l'architecture, et par rapport au jardin, il y a quelque chose d'exceptionnel. Nous avons dans le code Casanatensis à Rome des peintures indiennes qui font l'illustration de la vie des Portugais et des Indiens et des mélangés, si vous voulez. Voilà les Portugais qui mangent dans une piscine, avec les pieds dans l'eau. Et donc, il y a une nouvelle façon de faire. Je connais bien l'histoire de Diane de Poitiers. Je sais, 10 minutes, voilà. Alors, je vais aller plus vite. Goa, le temple hindou et le lac sacré, là aussi. Et puis, ce que je vous montre ici, c'est exactement le même tableau, mais cette fois-ci avec les 5 empereurs qui ont exactement été Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, et toutes les beautés de leur construction. Les transmissions, voilà que nous allons voir quels étaient les éléments qui ont été transmis. La composition géométrique, vous l'avez bien compris, les systèmes hydrauliques aussi, mais voici les céramiques décoratives et ensuite les effets sculpturels. Voilà les céramiques en faisceau comme ça. Et c'était très simple pour le Portugal parce que vous savez, nous savions faire des azulejos. Donc c'était tout simple. On l'a immédiatement imité. Et on a fait quelque chose qui est resté à Quinta da Bacalhau. C'est une ferme très belle du XVIe siècle et c'est la première qui a vraiment incorporé les éléments de l'Inde parce qu'un fils d'un père qui est mort en chemin, il s'appelle Brás d'Albuquerque, il a fait faire pour son père un jardin qui est un mausolée, qui a une maison qui s'appelle la Maison de l'Inde, là au fond, qui a un très grand lac, et vous allez voir et vous allez reconnaître une introduction, et on va me dire, mais écoutez, mais les Médicis, ils avaient déjà fait ça. Ben non, 1531. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'Orient. On avait évidemment, et vous pouvez voir ici, la touche européenne, c'est européen, et en même temps, c'est indien. Donc, il y a encore la fusion, et nous passons aussi à la composition géométrique de quelque chose qui est fait avant, donc un dessin qui est préalable à la construction. Ça non plus, ça ne se faisait pas. Et ils étaient très bons à faire ça, les Moghols. Ça, c'est le jardin Fronteira, le jardin du palais Fronteira, un grand miroir d'eau, des azulejos partout, avec des effets qui vont maintenant être très importants, qui est le reflet de l'azulejo dans l'eau, avec un bleu qui est exceptionnel, et puis tout on va se dire, mais ça ressemble à l'Italie. Ben non, et ça ressemble à l'Italie en effet, mais les grands lacs n'étaient pas là. La Quinta de Storge est un phénomène très spécial parce qu'il est plus pauvre ou plus simple, mais voilà le lac avec le temple au centre. Voilà le temple que vous avez vu, et voilà ce qui se passe en Inde au même temps, et voilà ce qui se passe avec un vocabulaire complètement italien. Cette maison a été considérée comme le début vraiment de la transmission italienne, mais la composition avec un petit tempietto au centre est indienne. Mais ce qui m'a donné plus de plaisir là, c'est la capacité de voir que même dans la décoration, il y avait ces enroulements qu'on ne savait pas trop bien comment et qu'on a restaurés. J'ai eu la chance de pouvoir restaurer ces enroulements et d'avoir compris que ceci ayant été fait en 1668, ça c'est le palais Fronteira que je conseille quand on va à Lisbonne. Et voilà, la richesse ornementale, que n'ayant pas la même fortune, a quand même réussi à montrer ses richesses à travers un ornement inventé par les azulejos et puis qui copie complètement l'ornement indien qui se trouve dans ce cas au Taj Mahal. Ensuite, ce jardin a été
Vous avez raison. Ce jardin a été copié longuement. Les vues du grand paysage sont là. On fait des jardins qui ont toujours des vues. Pour les fleurs et les plantes, on prend des arbres qui donnent des fleurs incroyables. C'est les jacarandas, et même pas dans les jardins, déjà dans toutes les villes. Les camélias qui sont venus du Japon, nous on les appelle japonnières, on ne les appelle pas camélias parce qu'elles sont arrivées au XVIe siècle, et on s'en sert pour faire des vraies maisons. Les rhododendrons, le cotinus, enfin toutes les plantes dont on a réussi à acclimater sont évidemment utilisées dans les jardins. Voilà la Quinta da Bacalhau avec des azulejos, la Quinta de Fronteira, et vous voyez comment les grands lacs sont présents dans toutes les fermes et les jardins, et même au niveau contemporain, on s'en sert pleinement, ils sont toujours là. Vers le Brésil, eh bien, il y a 3 choses que je vais être rapide. Voilà les pavés qui sont à Lisbonne. Ce sont des pavés d'une tradition merveilleuse qui est reçue des Romains. Ce sont les calçadas portuguesas, quelque chose qui est très artisanal et qui donne ses effets. Et nous avons eu, là, la transmission a été très claire parce que Burle Marx est venu faire une conférence et il a dit, écoutez, je dois vous confesser, j'ai 80 ans et je vais vous confesser que j'ai simplement mesuré et j'ai simplement copié pour les pavés de Copacabana, le dessin de la calçada traditionnelle portugaise, s'inspirant des matériaux anciens et réutilisant le dessin traditionnel dans une ville moderne. D'abord, il a fait ça et rapidement, il a adapté à son modernisme. C'est ça, j'adore ce dialogue, parce que là, il a copié, et ensuite, de l'autre côté, les azulejos, il était fasciné par les azulejos parce qu'en effet, c'est quelque chose de très beau. Je vous montre un azulejo moderniste fait par une femme très importante, Maria Keil, dans les années 60, et que Burle Marx, qui venait au Portugal fréquemment, a reçu et a réinterprété avec une beauté et une très belle, un trait absolument artistique. Voilà ce que Maria Keil a fait. Et voilà ce que Burle Marx a réutilisé dans ses panneaux d'azulejos, mais il a bien expliqué dans une conférence qu'il avait compris l'importance des azulejos dans les parois verticales et leur reflet dans l'eau. Et je finis avec une belle image du Parc de l'Est qui nous permet de voir comment un artiste peut continuer toujours à se tenir avec la tradition et quand même, avec la continuité des matériaux et des effets, introduire du nouveau. Je vous remercie. On n'aura pas le temps pour les questions. Est-ce que ça vous dit de prendre les questions à l'extérieur? Est-ce que ça vous dit de prendre les questions à l'extérieur si on n'a pas le temps de le faire ici? D'accord. Merci. D'accord. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Malheureusement, on n'aura pas forcément le temps pour des questions, mais si vous voulez, vous pouvez en parler à l'extérieur. Voilà. Merci à vous. Voilà, elle vous attend à l'extérieur. Je sors dans le couloir pour les questions. Comme ça, on Merci. Merci.